Bonjour, je suis Sylvain Meyer, je suis un ancien d'Orange Labs et je suis un membre d'ORPB et je suis également un radioamateur depuis l'âge de 16 ans. Alors pour vous parler d'ORPB et de PB8, il faut remonter un peu en arrière dans l'histoire. Il faut revenir dans les années 60, au début des années 60. Le ministère des Postes et des Télécommunications, à l'époque, avait fondé le centre de télécommunications spatiales de Pleumeur-Bodou. Et c'était pour participer à l'expérimentation du premier satellite de télécommunication. Telstar. Alors Telstar, c'est le premier satellite de télécommunication qui a été lancé en 1962. Le but était de montrer la faisabilité d'une liaison télévision en direct entre deux continents, en l'occurrence entre les États-Unis et l'Europe. Et donc ce satellite, il avait une orbite entre 1000 et quelques milliers de kilomètres, une orbite elliptique, et il apparaissait sur l'horizon, 30 minutes plus tard, il disparaissait de l'autre côté. Donc ça ne pouvait pas faire des liaisons exploitables commercialement, puisque la durée était limitée. Et c'est parce que ce premier satellite était à défilement que le site du CTS a été créé à Pleumeur-Bodou, parce qu'il fallait évidemment être le plus à l'ouest possible pour que les liaisons entre l'Amérique et l'Europe durent le plus longtemps possible. En plus, sur le site ici, à Pleumeur-Bodou, on avait l'avantage d'être abrité côté est par le plateau où se trouve le bourg de Pleumeur, et ça nous protégeait des rayonnements qui pourraient perturber les liaisons avec le satellite. Alors en 1961, la première antenne a été construite sur ce site. Il s'agissait de PB1, la première antenne de Pleumeur-Bodou. C'est un cornet réflecteur qui est protégé par un radome de 64 mètres de diamètre. Et ça a été un succès, puisque cette antenne a réussi à capter la première image transmise entre les États-Unis et l'Europe. C'était le 10 juillet 1962. Alors après, il y a eu beaucoup de progrès en électronique. Les lanceurs de la NASA, les lanceurs Delta ont fait beaucoup de progrès. Et le satellite suivant, satellite de télécommunication Early Bird, a été lancé en 1965. Il a été lancé sur une orbite géostationnaire à 36 000 km d'altitude. C'était nettement mieux parce que le premier, lui, était un satellite à défilement. C'était juste à titre expérimental. Et donc Early Bird 1, en 1965, a ouvert le marché des circuits de téléphonie entre l'Amérique et l'Europe. Il y avait 240 circuits disponibles et un circuit vidéo en permanence entre les États-Unis et l'Europe. Et c'est PB1 qui a reçu ce deuxième satellite également. Alors ensuite, dans les années 70-80, ça a été l'âge d'or des communications par satellite. Il y a eu jusqu'à 15 antennes installées sur ce site, avec 200 personnes pour s'en occuper. Il y avait un problème, c'est que les fortes pluies sur le site, les gros orages, pouvaient couper le service. Parce qu'il y a eu un phénomène d'absorption des ondes électromagnétiques qui a été utilisé. Et France Télécom a décidé en 1978 d'ouvrir un deuxième site de télécommunications spatiales à Bercenay-en-Othe, du côté de Troyes. Et ça permettait d'assurer une redondance entre les deux sites. Toutes les antennes étaient dupliquées à Bercenay-en-Othe. Et au cas où un des sites subissait un orage, le deuxième, évidemment, prenait le relais et pour assurer la continuité du service. Il
faut quand même dire qu'à la fin du siècle dernier, à la fin du XXe siècle, les communications par satellite ont commencé à être fortement concurrencées par les câbles optiques sous-marins. Et ça a fait baisser le trafic sur les satellites. Et en même temps, on avait à France Télécom un PDG qui s'appelait Michel Bon, qui poussait beaucoup dans tous les domaines à la coopération technique entre France Télécom et Deutsche Telekom. Et c'est à cette époque-là qu'il y a un accord réciproque qui a été signé entre les deux opérateurs pour assurer la redondance entre la station de Bercenay-en-Othe et une station dans le sud de la Bavière. Et donc les stations étaient en redondance et du coup la station de Pleument-Baudou s'est retrouvée un peu en surnombre en fait. Et son avenir a été compromis puisqu'en 1999, le site a été fermé progressivement. C'est à certains égards une catastrophe humaine et économique. Catastrophe humaine pour les employés, parce qu'on ne s'est pas posé la question, enfin en tous les cas, de façon suffisante de leur devenir, même si France Télécom dit que tout le personnel sera reclassé, pour autant ça ne lui dit pas où, et surtout pas en fonction de leurs souhaits. C'est-à-dire comment on va faire le meilleur compromis entre les aspirations des agents qui se trouvent, qui voient disparaître leur emploi et leur avenir à eux, et leurs aspirations en matière d'utilisation de leur technicité. En 2003, il n'y avait plus d'activité et Orange a abandonné le site. Alors 3 ans après, c'est la communauté de communes, l'Agnon-Trégor Communauté, qui a hérité des terrains, des bâtiments et des antennes. À l'époque, il y avait déjà d'ailleurs un certain nombre d'antennes qui avaient été démantelées. Et c'est là qu'un groupe de techniciens et d'ingénieurs d'Orange, qui étaient pour la plupart des radioamateurs ou des amateurs de radioastronomie, se sont émus du fait que tout ce patrimoine technologique, avec ses antennes, pouvait disparaître et tomber en ruine. Alors c'était d'autant plus alarmant qu'on ne construira plus ce genre de grandes antennes pour des applications de télécom. Parce qu'en 2026, là maintenant, des stations satellites, ça tient dans une valise et on utilise des antennes inférieures à 1 mètre. Heureusement, à l'époque, PB1, l'antenne historique, avait déjà été sauvegardée parce qu'elle n'était déjà plus active en 1985, mais elle a été intégrée au musée des télécoms qui se trouve à côté. Le musée a ouvert en 1990 et a intégré le radome. Le musée utilisait le radome pour des spectacles son et lumière pour retracer l'histoire des communications spatiales en fait. Et cette antenne d'ailleurs a été classée monument historique en l'an 2000, PB1. Il y avait aussi à l'époque d'autres antennes, PB3 par exemple, qui est devant nous là. Et cette antenne fait 30 mètres de diamètre, elle est énorme, mais elle était déjà assez dégradée. Les circuits électriques avaient été vandalisés. Il y aurait eu beaucoup trop d'investissements à faire pour la faire refonctionner en fait. Et il y avait toujours à l'époque PB8 qui a été mise en service en 1987, donc elle était beaucoup plus récente que PB3. Elle est plus petite, elle fait 13 mètres de diamètre. Et donc notre association a été créée en 2007 pour reprendre cette antenne, la restaurer et lui redonner une seconde vie. Alors là, depuis 2007, notre association a fait faire des travaux d'isolation du bâtiment. On a perfectionné le système de commande de la parabole, qui était en technologie, une vieille technologie électromécanique. On a informatisé tout ça grâce à notre informaticien Olivier. Et on a augmenté la précision du pointage de l'antenne en faisant des mesures de réception sur des objets célestes.
PB8, en fait, c'est un instrument merveilleux. Je me rappelle encore du jour où on a pu entendre nos premiers échos lunaires en dirigeant la parabole vers la Lune et en émettant des puissances très faibles de l'ordre de 10 watts. On entendait nos signaux revenir après un délai de 2 secondes, après une réflexion sur le sol lunaire et après un voyage aller-retour de plus d'un demi-million de kilomètres. Et c'était vraiment extraordinaire. Ce phénomène de réflexion sur la Lune, il est utilisé par plusieurs centaines de radioamateurs dans le monde qui s'en servent pour faire des liaisons entre leurs stations en fait. Et notre association a organisé en juillet 2012, c'était pour le 50e anniversaire de la première liaison Telstar, on a organisé des démonstrations publiques de ce genre de liaison. En plus, 2 années plus tard, en 2014, on a organisé un congrès international sur le thème des liaisons Terre-Lune-Terre, qui a réuni à Pleumeur-Baudou environ 110 radioamateurs venant de 18 pays différents et qui pratiquent ce genre de liaison. Parmi les participants, il y avait un prix Nobel de physique. Je me rappelle, ça a été très très enrichissant pour nous parce qu'on a pu échanger, rencontrer ces gens qui sont des passionnés de la radio et ça nous a vraiment regonflé pour continuer à investir dans l'entretien de cette machine. Alors dans notre association, on a une quinzaine de membres, la plupart des gens du Trégor, mais on a aussi des membres qui sont des radioamateurs de la région parisienne, des radioamateurs de la région du Pays Basque. Alors, je voudrais finir en disant que la richesse de notre association vient vraiment du fait qu'on y trouve un tas de compétences dans ses membres. Et de concrétiser ce projet avec la NASA, ça a été possible parce qu'il y avait cette diversité. On a réussi en fait à faire travailler ensemble des spécialistes de la radio, essentiellement des radioamateurs ou d'anciens techniciens d'Orange, avec des spécialistes de l'informatique qui sont un peu plus jeunes que nous, notamment Olivier, notre collègue, et des spécialistes de la mécanique qui ont réussi à maintenir opérationnelle une merveilleuse machine comme PB8 qui fait plusieurs tonnes. Je voudrais bien que l'association soit reconnue et qu'on reconnue, enfin elle est connue en tous les cas, mais reconnue un peu plus de manière à ce qu'on ne soit pas avec nos propres moyens à faire ça, quoi. Je veux dire, on est passionné, on sait faire, on montre qu'on sait faire, donc si on était porté un peu localement, et puis ce qui nous fait plaisir, il n'y a pas que RPB, ce qui nous fait plaisir c'est qu'un site, c'est un site historique. Sylvain tout à l'heure il a bien mentionné tout ça, hein. Ne pas éteindre ce site historique, il y a encore des outils magnifiques pour faire des choses. Le lieu est difficile pour l'entretien de l'antenne parce que la mer n'est pas très loin, hein. Je ne sais pas quelle distance exactement, mais les vents d'ouest nous ramènent beaucoup de salinité et elle est entretenue quand même par la communauté de communes en extérieur, parce que ici l'association est locataire, donc nous payons un loyer. Et donc voilà, on a la possibilité de l'utiliser pour faire des choses intéressantes, pour vulgariser de la science, pour faire les journées de la science et tout ça, mais il faut aussi que l'outil soit tenu en état, et on ne peut pas tout faire, quoi.